souvent d'être associé à la prise de décision politique et en même temps on constate une fascination pour les pouvoirs forts. C'est la thèse développée par le politologue Vincent Martini. Il est l'invité du Grand Angle. Bonjour Vincent Martini. Bonjour. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'université de Nice et aussi à l'école polytechnique et chercheur associé à Sciences Po. On peut vous présenter comme politologue? Oui, on peut. On dit politiste dans mon jargon. Politiste. Alors en 2016, vous avez publié Dire la France, un livre sur les cultures et les identités nationales. Et aujourd'hui, vous publiez Le Retour du Prince chez Flammarion. Alors le Prince fait évidemment immédiatement penser à Machiavel, le grand philosophe de la Renaissance et du pouvoir. Mais votre objectif, j'imagine, dans ce livre, ce n'est pas de donner des conseils de gouvernance aux dirigeants du XXIe siècle. Non, c'est une façon plutôt de faire un clin d'œil à Machiavel, d'abord l'inventeur de la science politique, celui qui derrière le fait de donner des conseils déconstruit aussi les logiques du pouvoir de son temps, mais aussi décrit un acteur politique isolé qui est le prince, et j'ai voulu reprendre cette figure pour l'actualiser. Vous avez toujours été fasciné, je crois, par le pouvoir politique. Vous l'expliquez au début du livre. Oui, pas par le pouvoir, mais par la politique. Je suis un amoureux de la politique. Alors, je disais, c'est toujours pas une bonne technique pour se faire des amis. En général, on considère que la politique clive, et il me semble qu'elle est absolument décisive. Et j'ai voulu faire partager cette passion de la politique dans cette analyse de notre vie contemporaine. Alors, pourquoi écrivez-vous que notre époque est tout entière dominée par des chefs? Ce qui est paradoxal, c'est que les citoyens n'ont jamais autant demandé d'horizontalité. On voit tous les mouvements sociaux qui se développent. En France, les Gilets jaunes. On a vu d'autres exemples, Occupy Wall Street, pour ne prendre que la plus célèbre aux États-Unis. Et pourtant, nous vivons dans une époque dominée par des hommes forts. Macron, Trudeau, Trump, Salvini, Orban dominent plus que jamais la scène politique en démocratie. Et j'ai voulu explorer ce paradoxe. Alors, vous en avez cité quelques-uns. On pourrait ajouter Trudeau aussi au Canada. Vous nous en parlez dans le livre. Poutine en Russie. Vous les mettez tous dans le même sac? Alors, je fais une différence entre, d'abord, le pouvoir en démocratie et le pouvoir dans les régimes autoritaires. C'est pour ça que je ne parle pas de Poutine ou de Erdogan. Je m'intéresse à la démocratie, première chose. Deuxième élément, en effet, la distance qu'on crée habituellement entre des démocrates libéraux et ce qu'on appelle les populistes autoritaires, d'un côté, on va dire Trudeau ou Macron, et de l'autre, déjà comme Salvini, comme Trump ou comme Orban, cette distinction me paraît excessive. Elle me paraît excessive, non pas parce que je pense qu'ils défendent les mêmes projets. Évidemment, Trump n'est pas Macron, ou Macron n'est pas Trump, mais pour autant, la façon dont ils exercent le pouvoir, la façon de critiquer les contre-pouvoirs, la façon de critiquer la presse, la façon d'être des acteurs solitaires et de s'entourer de ministres fantômes, de parlements aux abonnés absents, me paraît beaucoup plus proche que ce qu'on veut bien dire habituellement. Ce sont les princes d'aujourd'hui, ceux que vous venez de citer? Oui, ce sont les princes d'aujourd'hui, des princes dans un monde qui est de plus en plus complexe, fait qu'on insiste de plus en plus sur des figures isolées du pouvoir et qui représentent à eux seuls, ou sont censés représenter toute la communauté politique, et il me semble que c'est tout à fait délétère. Alors vous dites des choses assez dures sur les dirigeants contemporains. Je vais vous citer, vous dites: les dirigeants contemporains contribuent par la personnalisation excessive de leur pouvoir à alimenter les maux de la démocratie, déresponsabilisation des citoyens, storytelling en continu, critique des médias, vous venez d'en parler, vitrification de l'opposition, abolition des contre-pouvoirs, affranchissement du réel. C'est violent. Oui, c'est violent, mais c'est vrai. La difficulté, c'est qu'on vit dans une période étrange dans laquelle on est en train d'accoucher d'une nouvelle société. Et donc, il y a un sentiment d'incertitude, un sentiment de peur dans l'espace politique, voire même de dégoût vis-à-vis de la politique qui domine. Et donc, moi, ce que j'ai essayé de vous comprendre, c'est faire un diagnostic assez net sur ce qui est en train de se passer pour imaginer ce qu'on pourrait faire pour remplacer la situation actuelle. Alors, il y a beaucoup justement, dans le stade du constat, vous dites, avant de parler de ce qu'on pourrait faire, vous dites: faire de la politique, c'est plus que jamais jouer un rôle. C'est plus vrai aujourd'hui qu'hier? Alors oui, on sait que la politique, ça a toujours été un rôle. Hobbes parle déjà du persona, le visage du persona qui est un masque, qui veut dire un masque de la politique. La politique, c'est une mise en scène et les citoyens ne sont pas dupes de cette mise en scène. Donc à ce titre-là, c'est pas si grave. Ils n'ont jamais été dupes. Tout le monde a toujours su, y compris à l'époque de la monarchie absolue. On n'est pas dupe de la mise en scène du pouvoir. En revanche, me semble-t-il, cette mise en scène, elle est dans une époque de spectacle permanent poussé à son maximum. Moi, j'ai identifié 3 temps principaux. Le premier, c'est celui de Ronald Reagan, cet acteur qui se met au service d'une idéologie conservatrice dans les années 80. Puis la période Berlusconi, où le spectacle tourne sur lui-même. Il n'a plus aucun objectif politique, à part la confusion entre les intérêts de la nation et les intérêts du prince. Et la troisième étape, plus surprenante, c'est celle ouverte par Barack Obama, qui signe avec nous, d'une certaine manière, un pacte de fiction, c'est-à-dire Barack Obama, c'est une telle star que ce qu'il fait est indifférent par rapport à ce qu'il est. Voilà. C'est ce que vous dites d'ailleurs, les hommes politiques aujourd'hui, ils sont plus importants par ce qu'ils sont que par ce qu'ils font. Quand Emmanuel Macron est élu président de la République, il dit « je suis le changement ».
La question de savoir ce qu'il va faire n'a pas d'importance. Quand Barack Obama est élu, un an plus tard, on lui donne le prix Nobel alors même qu'il n'a rien fait. Et ça, moi, me semble-t-il, ça marque ici, on va dire, un agenda politique qui se change de nature. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne font plus rien, quand ils agissent quand même. Oui, ça dépend sur quoi. En fait, il me semble que leur pouvoir est de plus en plus évanescent. Aujourd'hui, un président de la République en France ou aux États-Unis a moins de pouvoir qu'il y a 30 ans. Parce que le pouvoir est allé ailleurs. En France, il est allé un peu dans l'Union européenne, il est allé beaucoup dans la sphère économique, par exemple, et un petit peu dans les gouvernements locaux. Donc le prince d'aujourd'hui a moins de pouvoir. Et pour autant, il le met en scène plus que jamais. Alors, vous dites aussi que la politique passe, pas pour le meilleur, beaucoup par les réseaux sociaux aujourd'hui, que le discours se transforme en monologue. C'est pas, en fait, les réseaux sociaux ne servent pas à dialoguer avec le peuple, c'est un monologue de celui qui détient le pouvoir vers son peuple. Absolument. En fait, on a une sorte d'illusion, de mythe démocratique qui voudrait que les réseaux entraînent participation démocratique, mais aussi une espèce d'agora dans lequel les décisions émergeraient d'une discussion collective. En réalité, toutes les recherches sur ces questions montrent que ce n'est pas vrai, que nous dialoguons surtout avec des gens qui sont d'accord avec nous, et que surtout, quand nous nous adressons au prince, lui-même ne sert de son compte Twitter que pour des raisons de communication politique, et donc prend très peu en compte notre opinion. Donc on n'est pas du tout dans une agora démocratique telle qu'on l'a espéré. Et comment est-ce qu'on peut expliquer cette fascination que le peuple aurait pour les chefs? Il n'est pas stupide, le peuple. Non, il n'est pas stupide, mais il me semble que dans un monde de plus en plus compliqué, il est très facile de se déresponsabiliser et de placer sur ses chefs on va dire, des espérances qui sont démesurées par rapport à leur capacité d'agir. Il me semble que, évidemment, on a tous une responsabilité collective dans ce qui est en train de se passer. C'est pas seulement les hommes politiques qui nous confisquent le pouvoir. Nous les laissons le prendre parce que nous refusons de faire de la politique. Et c'est là où on revient sur mon point de départ, c'est-à-dire quand on aime la politique, ou en tout cas quand elle pense qu'elle est importante, il ne faut pas la laisser totalement diriger nos vies, il faut y contribuer. Et comment justement vous expliquez ce paradoxe alors qu'il y a cette demande justement d'horizontalité, de participation citoyenne à la politique? Eh bien parce qu'en ce ne sont pas les mêmes? Non, ce ne sont pas les mêmes citoyens. Ouais. Ce n'est pas du tout les mêmes citoyens, ça c'est sûr. Et deuxièmement, on est dans une période de transition. La démocratie représentative est en très grave crise. Pour moi, elle est même en train de mourir. Non pas qu'elle va disparaître, mais elle va passer par un système beaucoup plus mixte, un mélange de démocratie représentative et de démocratie plus directe. Et donc dans cet entre-deux, vous savez, Gramsci disait, c'est dans l'obscurité que naissent les monstres. Ouais. Eh bien là, on est dans une période de monstres, mais ça va passer. Alors justement, j'allais vous poser la question de savoir si vous croyez encore à la pérennité de la démocratie représentative. Et quand on sort de votre livre, on en doute, parce que c'est un livre que moi je trouve assez pessimiste, presque déprimant aussi, en fait, sur le fonctionnement de nos démocraties. Parce que élire ou choisir un chef tous les 4 ans ou 5 ans, ça reste encore l'incarnation je dirais, obligé de cette politique. Ouais, en fait, moi je ne suis pas du tout ni pessimiste ni déprimé en réalité. C'est un livre qui fait un constat un peu dur sur ce qui est en train de se passer, mais pour mieux imaginer ce que peut être la suite quand nous reprendrons le pouvoir, je dis nous les citoyens évidemment, c'est-à-dire quand nous serons dessillés face au pouvoir faible des leaders, nous pourrons enfin essayer d'imaginer des alternatives à une stricte démocratie représentative. Il y aura toujours des représentants, il y aura toujours des chefs, c'est pas grave, on a besoin de chefs, on a besoin de représentants, mais ça dépend pourquoi faire. Si le prince confisque notre pouvoir, s'il nous empêche d'augmenter notre capacité d'agir, alors il est négatif pour la démocratie. Ouais. Mais à nous de faire émerger d'autres formes de leadership. Alors justement, si on refuse le prince comme incarnation du pouvoir, quelle est l'alternative? Alors il y a des alternatives qui sont de plusieurs natures. D'abord, elles sont institutionnelles. La première chose, c'est que dans un système comme la France, par exemple, on donne trop de pouvoir à une seule personne. Ouais, c'est l'homme providentiel. L'homme providentiel. Il faut réintroduire des formes de collectif dans l'action. Donc, et ça, à ce titre-là, tout ce qui va dans le sens d'initiative, de référendum, d'initiative citoyenne, de mise en place d'initiatives citoyennes est positif, va dans le bon sens. Et puis après, il y a une prise de conscience que sur certains enjeux, eh bien, ce ne sont pas des hommes seuls qui pourront nous sauver. Je pense par exemple à l'urgence climatique. Et on voit bien d'ailleurs que les marches pour le climat en Europe tous les vendredis, où ces jeunes gens qui nous disent « nous ne ferons pas nos devoirs tant que vous ne ferez pas les vôtres », eh bien, ça me donne beaucoup d'espoir au contraire d'une jeune génération éprise d'égalité et qui ne compte pas s'en limiter au pouvoir des chefs. Vous ne parlez pas, je pense, dans votre livre des démocraties scandinaves. Là-bas, il n'y a pas de chef starisé, il n'y a pas de prince. Ce sont des citoyens qui s'identifient à des politiques qui vivent plus ou moins comme eux, qui leur ressemblent en fait. Oui, enfin, il ne faut pas trop non plus surestimer le modèle scandinave au sens où ce mouvement-là existe partout. Même en Allemagne, où on disait Mme Merkel est très différente des princes que je décris, en réalité, sa successeur proclamée, je ne sais pas si ça va être elle, Mme Akaka, on l'appelle, eh bien, est plutôt quelqu'un qui va dans cette direction du prince. Il faut voir comment ça évolue. Mais c'est vrai que les démocraties dites modestes, en sciences politiques,
sont des démocraties qui nous donnent des indications de futur, qui sont des modèles un peu désirables pour nous, c'est-à-dire qu'elles donnent un statut avant tout à l'homme politique ou à l'acteur politique qui n'est pas le même qu'en Europe occidentale ou même aux États-Unis. Et la starisation est déjà clairement, à mon avis, un obstacle à imaginer de forme de démocratie. La pipelisation, comme vous dites. La pipelisation de la politique, la starification. Les hommes politiques ne sont pas des rockstars, ce sont juste des gens qui ont la lourde charge de nous gouverner, c'est déjà pas si mal. Il y a encore plusieurs chapitres passionnants dans votre livre. Il y en a un, vous parlez du parler faux. Vous dites, pourquoi dites-vous justement qu'aujourd'hui, le politique parle faux? Vous faites quoi, allusion aux mensonges des politiques? Vous faites allusion aux fake news? Je parle d'abord d'une langue qui tourne à vide, déjà, pour commencer. Dont les fake news n'est qu'une des dimensions. Moi, je pense que les gens ont raison de penser qu'on leur ment, parce qu'on leur ment. On leur ment pas consciemment toujours. Alors évidemment, il y a des mensonges avérés comme ceux de M. Trump ou de M. Salvini, mais il y a des mensonges par la répétition de contre-vérités qui sont permanentes. Quand on vous dit, par exemple, que l'accroissement des biens de consommation perpétuelle va augmenter le bien commun, on sait très bien que la catastrophe écologique guette et que c'est pas vrai. Quand on vous dit, si tu travailles dur, tu vivras à la hauteur de ton travail, on voit bien que le mouvement des Gilets jaunes en France montre le contraire. Donc il y a beaucoup de travailleurs pauvres. Donc toutes ces contre-vérités, elles nourrissent aussi une espèce de suspicion vis-à-vis de la langue politique qui, en retour, donc nourrit tous les phénomènes de fake news, dont certains, évidemment, sont totalement excessifs. Merci beaucoup, Vincent Martini. Je rappelle le titre de votre livre passionnant, Le Retour du Prince, aux éditions Flammarion. Merci beaucoup. Merci à vous.